Merci de m'avoir invité. Merci surtout d'avoir placé ce colloque sous les auspices de l'année internationale des sciences fondamentales pour un développement durable, qui est d'ailleurs sous les auspices aussi de l'UNESCO. Je vais vous montrer, je vais faire quelques mots d'introduction, de présentation de cette année internationale, avec cette présentation qui durera à peu près de l'ordre d'une quinzaine de minutes. Les raisons pour lesquelles on a souhaité avoir la proclamation d'une année internationale des sciences fondamentales pour un développement durable sont exprimées dans une petite vidéo que je vais vous montrer d'une minute, qui a été faite par le CERN, et dans laquelle la star est ma petite nièce, Héloïse Goldberg, de 13 ans. Elle en a aujourd'hui 14 ans. Et je vous la passe tout de suite. Je ne pense pas que j'aurais pu donner des raisons meilleures que ce qu'elle va dire. Les planches sont en anglais. Curiosity about the world around us is what makes us human. This desire to make sense of the world is the driving force behind fundamental science. Stirred by this curiosity, each new generation of scientists adds to the pool of knowledge built up by previous generations. We are at a crucial time for the future of our planet. Now, more than ever, it is imperative to use this pool of knowledge to help solve the global problems we face and pave the way for a more sustainable development. And we must not stop being curious. Future generations will be inspired by the knowledge we contribute today, equipping them with the powerful tools they need to build a better world. Voilà, comme j'ai dit, elle a maintenant 14 ans, elle veut devenir pilote de Formule 1. C'est pas très écologique, mais pour la cause des femmes, je pense que ça serait pas mal si elle réussit. Donc je continue, que je disais, les planches sont en anglais parce que c'est la présentation que je fais à de nombreuses reprises. Mais bien sûr, je vais parler en anglais, en français, ça permet d'être un peu plus inclusif en ayant les planches en anglais. Donc les raisons de cette année internationale, elles ont été exprimées par la petite vidéo. Bien sûr, aussi, en plus de ce qu'elle a dit, les sciences fondamentales ne sont pas toujours considérées comme elles le devraient dans les discussions qui tournent autour du développement durable. Et pourtant, comme je vais le montrer, elles sont quand même la base de toutes nos connaissances et des connaissances futures. Les sciences fondamentales aussi contribuent à réenchanter notre monde et à le rendre digne d'être durable. Et puis, elles explorent ce qu'on peut appeler l'âme de l'univers. C'est un peu de la poésie aussi, les sciences fondamentales. De ce point de vue, il y a des points communs et il n'y a pas de limite à la croissance de la connaissance. Donc cette année internationale a été soutenue par 55 unions internationales et organisations, 110 académies à travers le monde. Le Haut Comité de patronage consiste en 31 prix Nobel et médailles Fields. Un fort soutien bien sûr c'est sous les auspices de l'UNESCO, mais un fort soutien de l'International Science Council, du World Science Forum, du Club de Rome, pour ceux qui se rappellent, qui ont eu la chance de connaître le Club de Rome dans ses premiers ouvrages en 1972, alertant sur les limites to growth. L'Union interparlementaire mondiale. Et toutes ces unions, organisations, académies, networks et associations sont les fondations pour le succès de cette année internationale, mais aussi pour des initiatives qui pourraient avoir lieu au-delà de l'année internationale et dont je parlerai brièvement. Ça, ce sont les logos de toutes ces unions et organisations. Et en plus, comme je vous l'ai dit, il y a 110 académies. Bon, des exemples, je ne vais pas passer à travers tous les exemples, vous les connaissez bien. Hein. Les vaccins et les traitements contre la Covid-19 sont pleins de biologie fondamentale, l'ADN, l'ARN messager. Le web est né au CERN à partir des besoins de collaboration en sciences fondamentales, c'était tout à fait par hasard. Les engins de recherche de Google sont nés d'une brillante idée mathématique. L'intelligence artificielle repose sur des méthodes statistiques. Les téléphones cellulaires sont pleins de mécanique quantique incrustée dans les transistors et les circuits intégrés. Le GPS se repose sur la théorie de la relativité générale d'Einstein et sur les horloges atomiques, très fondamentales.
Le génome humain a ouvert la voie à la thérapie génique. Les TEP et les IRM sont pleins de physique, de l'antimatière et d'imagerie utilisée pour les particules. Le stockage et la génération d'énergie renouvelable dépendent d'avancées en physique et en chimie et en sciences des matériaux fondamentales. La réduction de la pollution et la chimie verte reposent sur des avancées aussi probablement en chimie fondamentale. La deuxième révolution quantique va avoir bientôt des applications et la nanotechnologie change le monde. Donc l'histoire de cette année internationale, c'était une longue épopée. Ça a démarré en 2017 à travers une présentation que j'avais faite au Comité international sur les sciences fondamentales à l'UNESCO. Une résolution a d'abord été adoptée à l'Assemblée générale de l'UNESCO en 2019 et la proclamation a eu lieu le 2 décembre 2021 par les Nations Unies. La résolution a été portée par le Honduras avec le soutien d'un tas de pays qui sont marqués ici. Ça vaut la peine de les citer parce que ce ne sont pas les pays développés qui ont soutenu la résolution. C'est une initiative qui est vraiment portée par les pays en développement. D'ailleurs, le nombre record d'événements associés à l'année internationale est en Chine. Ensuite, c'est l'Afrique du Sud. Et ensuite, c'est la Colombie. Donc vous voyez ici le soutien de l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bahreïn, la Bolivie, le Brésil, le Burkina Faso, le Tchad, le Chili, la Colombie, Cuba, la République dominicaine, qui a été très active aussi, l'Équateur, El Salvador, Fidji, la Géorgie, le Guatemala, l'Inde, l'Indonésie. Bon, Israël, c'est un pays développé, le Japon aussi, la Jordanie, le Kyrgyzstan, Malawi, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, Russie, Arabie Saoudite, Serbia. L'Espagne était le seul pays européen à porter vraiment la résolution. Il y a eu un consensus général après. L'Afrique du Sud, la Thaïlande et le Vietnam. Donc, à cause du Covid-19, la proclamation a eu lieu très tard, 2 décembre 2021. Donc, la cérémonie d'ouverture n'a eu lieu que le 8 juillet 2022 à l'UNESCO, avec 6 ou 7 ministres de pays en développement, principalement, 6 ou 7 prix Nobel, des scientifiques jeunes, des femmes lauréales UNESCO Prize Winner. Et la cérémonie de clôture aura lieu au CERN en 15 décembre 2023, ce qui veut dire que l'année, en fait, s'étend sur 2 années. Il y a eu des événements qu'on appelle flagship au Vietnam, en Serbie, au Honduras, et actuellement, il y en a un au Rwanda. Des événements mondiaux sous forme de webinaires itinérants, sur 24 heures. Le Global Women Breakfast, qui a eu un grand succès. Des événements régionaux, des événements nationaux, des événements locaux, celui-là en est un, dans les pays développés, dans les pays en développement. Et puis, très récemment, le 24 mai, à New York, un événement à l'Assemblée générale des Nations Unies pour célébrer cette année internationale et regarder qu'est-ce qui pourrait être fait après, avec notamment l'idée d'avoir une décennie, cette fois-ci, de toutes les sciences et de toutes les connaissances, incluant les connaissances indigènes, pour le développement durable. Qu'est-ce qui est sorti de la cérémonie d'ouverture? Principalement, c'était la mise en avant du cercle vertueux, que vous connaissez tous, sciences fondamentales, sciences appliquées, développement durable, qui peut ensuite réalimenter les sciences fondamentales et faire un cercle vertueux. Pour ce cercle vertueux, on a besoin de tout le monde, y compris du secteur privé, bien sûr, et on a besoin de la société pour l'ancrer dans la durabilité. Les défis actuellement sont attaqués de manière très fragmentée. Les défis de la durabilité sont attaqués de manière très fragmentée à la fois géographiquement, thématiquement et organisationnellement. Et ce qui manque, c'est sans doute l'approche, ce qu'on appellerait l'approche système dans le spatial, c'est bien connu, où on regarde globalement comment ce qui est fait dans chacun des pays se marie ou ne se marie pas, et comment ces différents défis, les 17 objectifs du développement durable, sont interconnectés, comment l'avancer vers un objectif, quelles sont ses répercussions sur les autres. Il faut que les données soient vérifiées d'abord, ce qui n'est pas toujours le cas, consolidées, intégrées, et avec une stratégie d'ensemble.
C'est le message principal que je voulais faire passer sur cette slide. Au Vietnam, le sujet principal, donc c'était sur cet événement flagship, c'était la science, l'éthique et le développement humain. Il est clair qu'on arrive vers un changement de paradigme. Les chercheurs doivent souscrire à une charte à la fois de responsabilité et de liberté. Responsabilité, c'est que leur recherche doit quand même, ils doivent avoir dans l'esprit, dans les circonstances actuelles qui sont quand même des circonstances quasiment pas de guerre, enfin presque de guerre pour les objectifs du développement durable, ils doivent se soucier si leur recherche, même si elle est fondamentale et financée par des fonds publics, contribue à rendre le monde meilleur, éventuellement puisse avoir un impact pour des contributions qui puissent rendre ce monde plus durable. En même temps, dans cet esprit de responsabilité, la société doit donner aux chercheurs la liberté de chercher et de collaborer avec ceux avec lesquels ils souhaitent. Donc, c'est cette espèce d'équilibre entre responsabilité des chercheurs vis-à-vis de la société et la société qui doit leur faire confiance pour leur donner la liberté de recherche et de collaborer, qu'on doit essayer de promouvoir. Et puisqu'on est ici à l'Université de Paris-Saclay, les écoles doctorales, à mon avis, devraient avoir, bon, elles ont déjà un enseignement sur l'éthique et l'intégrité, mais également sur la durabilité, qui fait partie d'ailleurs de l'éthique et de l'intégrité. À Belgrade, c'était un plaidoyer pour justement mobiliser toutes les sciences pour la durabilité. Bon, d'abord, comme je disais, on vit dans un changement de paradigme quasiment équivalent à la révolution copernicienne, en voyant que le développement moderne affecte l'habitabilité de notre planète. C'est un renversement par rapport à l'esprit des Lumières, donc il faut que l'esprit des Lumières intègre maintenant, il ne s'agit pas de l'envoyer paître, mais de lui faire intégrer cette nouvelle dimension qui est l'impact sur l'habitabilité de la planète. On voit émerger maintenant la science de la durabilité, et cette science doit être enseignée en même temps que l'éducation en général, en sciences, technologies, éducation et mathématiques. Mais il doit y avoir une composante science de la durabilité. C'est une science qui est multidisciplinaire, intégrative, il faut intégrer tous les objectifs, collaborative et co-construite et ouverte. Ouverte, je pense qu'on doit demander à ce que, à la fois les publications, mais aussi tous les logiciels et les données et les circuits, le hardware, soient ouverts. Cette science de la durabilité qui émerge maintenant va depuis le très fondamental, comprendre ce que veut dire l'habitabilité d'une planète et modéliser tout le système Terre en liaison avec les 17 objectifs du développement durable qui sont tous interconnectés. Elle a une composante sociétale, parce que ceci ne pourra se faire que d'aller vers la durabilité qu'en réduisant la pauvreté, en améliorant le bien-être au-delà de la consommation et en visant ce qu'on appelle l'équité et une planète qui soit habitable. Équité, diversité et inclusion sont des mots-clés, en même temps que l'économie circulaire alimentée par une énergie décarbonée. Et pour arriver à ça, il y aura besoin de tous et besoin de beaucoup d'innovation et de nouvelles pratiques, peut-être héritées de certaines pratiques anciennes qui restent à redécouvrir, mais certainement c'est un changement de paradigme et des découvertes qui seront nécessaires pour atteindre cette durabilité. Comment faire pour avoir cette approche beaucoup plus intégrée, solide et avec une stratégie cohérente et partagée? On pense, et ça a été dit dans cette conférence, que peut-être on pourrait se servir de ce qui a été déjà mis en pratique dans des sciences fondamentales comme les Big Sciences, Big Basic Sciences. Évidemment, le CERN étant un peu emblématique de cette manière de fonctionner, mais aussi des pratiques du GIEC et maintenant de ce qui est fait pour l'environnement et la biodiversité, de communication entre les scientifiques et les décideurs. Le modèle d'une espèce de toile des sciences pour la durabilité
pourrait être un bon modèle dans lequel, un peu comme une araignée, une toile d'araignée, vous avez un centre qui abrite peut-être des systèmes informatiques, des centres de calcul de données importants, mais connectés aux différents continents, lesquels continents sont connectés aux différents pays, lesquels sont connectés aux différents villages, régions, villages et sociétés, et avec toutes les thématiques interconnectées. Et c'est pour ça, pour mettre au point, pour essayer de réfléchir à cela et essayer d'aller dans cette direction, que l'on essaie de promouvoir une décennie de toutes les sciences pour la durabilité. Les sciences fondamentales, bien qu'essentielles, ne sont pas suffisantes. Donc les actions qui pourraient résulter de cette année internationale, c'est ma dernière planche, ou avant-dernière, c'est d'une part militer pour la science ouverte. L'Union européenne le fait bien d'ailleurs, hein, à la fois pour les papiers, les données, les logiciels et le hardware. Promouvoir équité, diversité et inclusion. Promouvoir l'éducation à ces sciences de la durabilité. Connecter tous les scientifiques aux acteurs du développement durable, c'est-à-dire à la fois le secteur privé, le secteur gouvernemental et la société en général. Et donc on essaye, dans la foulée de cet événement, comme je l'ai dit, à New York, de promouvoir le plus rapidement possible une décennie 2024-2033, ce qui permettrait d'aller au-delà des objectifs 2030 du développement durable, une décennie des sciences pour la durabilité. Et bien sûr, on aura besoin de tous, de vous. Et même si la situation aujourd'hui est plutôt morose, à la fois du point de vue de l'avancée vers les objectifs du développement durable, on sait qu'on est loin du tableau de bord qu'on aurait souhaité, et puis aussi de la fragmentation du monde que l'on voit au niveau géopolitique. C'est vrai que ce n'est pas des très bonnes nouvelles, mais néanmoins, il faut conserver l'énergie pour ce but qui dépasse tout ce que je viens de dire. Merci bien.